Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur la prise en compte des enjeux de l'eau dans l'aménagement. Je suis Chloé Cariello, en charge des sujets d'aménagement durable au sein d'Envirobat Occitanie, et je vais animer ce webinaire aujourd'hui. Alors, ce webinaire fait partie d'une série de webinaires qu'on a appelé les Vendredis du bâtiment durable. Cette série est organisée dans le cadre du plan bâtiment durable Occitanie, qui est piloté par l'ADREAL, l'ADEME, le plan bâtiment durable national et la région Occitanie. Et ce plan est animé par nous, Envirobat Occitanie. J'en profite également pour remercier l'Agence de l'eau Adour-Garonne qui nous soutient pour nos actions sur le sujet de l'eau, et notamment pour ce webinaire. Alors, en guise d'introduction rapide, je vais vous présenter Envirobat Occitanie dans le cas où vous ne connaîtriez pas l'association. Donc, Envirobat Occitanie, c'est un réseau de professionnels du bâtiment et de l'aménagement durable et un centre de ressources sur ces sujets. Notre périmètre d'action, c'est la région Occitanie et notre but est de réduire l'empreinte environnementale des bâtiments et des aménagements en Occitanie, en aidant les professionnels à monter en compétences et en les mobilisant pour des projets plus durables. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire sur le thème de l'eau que nous organisons pour les Vendredis du bâtiment durable. Le premier, c'était l'année dernière, où on s'était intéressé aux usages économes de l'eau dans le bâtiment. Et cette fois, nous nous intéressons à l'aménagement, en nous concentrant sur la gestion de la ressource en eau dans les projets de renouvellement en milieu urbain, et aussi sur la réutilisation des eaux usées traitées. Alors, pour vous présenter le plan bâtiment durable Occitanie, je laisserai d'abord la parole à Julien Duvignac, chargé de projet bâtiment et rénovation à la région Occitanie. Ensuite, c'est Audrey Bayle, chargée de mission régionale Occitanie au sein de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui vous présentera les enjeux de l'eau dans l'aménagement dans un contexte de changement climatique. Et après cela, 3 opérations prenant en compte les enjeux de l'eau vous seront présentées. La première pour la requalification du quartier Sécoustous à Lavelanet en Ariège par les architectes paysagistes et urbanistes du projet, Sylvie et Barthélémy Dumont, d'Architecture et Paysage. Ensuite, la reconversion de la gare Rénal dans le quartier Matabio à Toulouse par Laetitia Barré-Tellier d'Itinéraire et Christelle Azou de la SNCF Immobilier. Enfin, un projet opérationnel et expérimental de réutilisation des eaux usées traitées de l'usine Gineste-Garonne à Toulouse par Thibaut Boudeville de Toulouse Métropole. Et après le relais de vos questions aux intervenants, pour terminer, Mélissa Pouzane, ingénieure hydrologue et formatrice au sein de l'association FAT, présentera notre formation sur la gestion durable de l'eau potable et des eaux non conventionnelles que l'on propose Envirobat Occitanie. Et enfin, Jérôme Bournet de Type Conseil, ingénieur hydrologue, vous présentera les plaquettes de sensibilisation qui nous aident à réaliser à destination des professionnels du bâtiment et de l'aménagement, et plus particulièrement des maîtres d'ouvrage. Alors, donc avant que je laisse la parole aux intervenants, si vous souhaitez poser des questions aux intervenants, vous pouvez les poser directement dans le chat, le petit outil conversation que vous avez dans Teams, et je relayerai vos questions aux intervenants à la fin de la présentation. Voilà, je vous souhaite à tous un bon webinaire et Julien, je te laisse la parole. Merci Chloé, merci Marie, merci Envirobat plus globalement pour l'animation du plan bâtiment durable Occitanie. Je ne vais pas revenir sur les enjeux, sur tout ça que vous connaissez certainement aussi bien que moi et qu'on connaît tous par cœur. Je vous remercie de participer à ce effectivement deuxième webinaire dans le cadre du plan bâtiment durable Occitanie, qui vise, ce plan bâtiment durable Occitanie, qui vous l'avez compris, est une déclinaison plus locale à l'échelle régionale du plan bâtiment durable national, vise à rassembler une large communauté d'acteurs autour des sujets liés à la filière bâtiment, immobilier, aménagement, enfin vraiment très large pour à la fois valoriser et rendre lisible ce qui se passe en Occitanie, et puis également ouvrir un espace de dialogue avec l'ensemble de ces professionnels, et qui de mieux placé qu'Envirobat pour pouvoir organiser tout ça. Donc merci beaucoup Envirobat. Il y a une conférence annuelle qui a lieu chaque année, il y a différents contenus sur le site internet de
pardon, pas la région, du plan bâtiment durable Occitanie. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Le programme est très dense, donc je ne vais pas prendre plus de temps. Je vous souhaite un bon webinaire. Encore une fois, merci de vous être inscrit et de suivre cette animation. Au revoir. Bien, merci Julien. Je vais passer la parole maintenant à Audrey Bayle de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Oui, bonjour. Oui. Je prends le contrôle du coup? Oui, très bien. Allez. Ça doit être bon. Hop. Bonjour à tous. Donc, je suis Audrey Bayle, je suis chargée de mission régionale à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, à la délégation Garonne et Rivière d'Occitanie à Toulouse. Et je vais essayer aujourd'hui de vous parler un petit peu des enjeux de l'eau dans les projets d'aménagement, en lien notamment avec le changement climatique. Pour commencer, donc sur le territoire métropolitain, on trouve 6 grandes agences de l'eau. Sur la région Occitanie, vous êtes à cheval entre l'Agence de l'eau Adour-Garonne et l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est valable pour l'Agence de l'eau Adour-Garonne uniquement. Chaque agence a son propre programme d'intervention. Donc, les agences de l'eau sont les premiers opérateurs de l'État dans le domaine de l'eau. On fonctionne sous le modèle on récupère des redevances auprès des usagers de l'eau qu'on réinvestit sous forme d'aide auprès des porteurs de projets qui vont dans le sens de la protection de la ressource et de la restauration des milieux aquatiques. Et l'urbanisme est une des clés qui peut permettre de protéger la ressource en eau. Pour nous engager dans cet urbanisme durable, une des approches de l'Agence de l'eau Adour-Garonne est de développer les partenariats avec les acteurs de l'urbanisme du territoire. Donc, on a des partenariats de plus en plus diversifiés qui se mettent en place avec diverses structures, notamment Envirobat. L'Agence de l'eau est du coup à la convergence de plusieurs, de nombreuses même politiques publiques qui font le lien entre l'eau et l'urbanisme. On peut parler du plan eau qui a été édité l'année dernière, qui parle notamment de sobriété. On a également le Fonds vert. Les agences de l'eau sont gestionnaires de la mesure renaturation des villes et des villages pour le Fonds vert. Et le SDAGE. Bon, je vais faire un petit focus plus précis sur le SDAGE, qui est notre document cadre de la politique de l'eau à l'échelle des agences de l'eau. Le SDAGE, donc sur Adour-Garonne, il court sur la période 2022-2027 et il a des dispositions qui vraiment ciblent le lien fort qui doit être fait entre les politiques de l'eau et les politiques d'aménagement du territoire, avec notamment le fait de renforcer la prise en compte des thèmes de l'eau dans les documents d'urbanisme, ou encore d'acculturer de façon plus forte les acteurs de l'urbanisme à l'eau et d'améliorer le partage des connaissances et des données entre ces deux univers, si je peux me permettre d'employer ce terme-là. On a un document aussi qui est le plan d'adaptation au changement climatique du bassin Adour-Garonne, donc qui est vraiment le cadre qui doit nous permettre d'avoir notre trajectoire pour s'adapter au changement climatique dans les prochaines années, qui également met en avant le fait d'encourager le développement notamment d'actions de désimperméabilisation ou d'amélioration de l'infiltration des eaux dans les zones urbanisées. Ce SDAGE, il nous donne comme objectif d'atteindre le bon état des eaux à 2027. Donc 2027, c'est demain. On n'est pas encore tout à fait à ce bon état des eaux. Donc il y a encore du travail à faire. Et ce travail peut, entre autres, passer par une urbanisation plus durable et une gestion de l'eau dans les secteurs urbanisés plus naturelle. Je vais essayer maintenant de vous parler un petit peu du changement climatique et de ses effets sur l'eau et sur la gestion de l'eau. Donc, ce qui a été décrit dans le PACC dont je vous parlais précédemment, donc le plan d'adaptation au changement climatique, qui définit une augmentation des températures de plus de degrés à minima. Aujourd'hui, on est même sur une trajectoire potentiellement un peu plus élevée que plus de degrés à l'échéance 2050. Ces augmentations de température impliquent une baisse des ressources par la baisse du manteau neigeux disponible dans les montagnes, par une augmentation de l'évapotranspiration
Et donc, le débit dans les rivières, par une baisse de la recharge des nappes, et donc un débit dans les rivières qui est de plus en plus faible. Sur les 40 dernières années, on a déjà observé une baisse de 40% du débit sur une partie importante des rivières du bassin Adour-Garonne. Et cette baisse importante se poursuit, avec encore une baisse de 40% attendue d'ici à 2050. Ces baisses importantes de débit vont entraîner des tensions entre les usagers, avec des périodes plus fastes pour ces tensions que sont les périodes estivales où les besoins en eau sont les plus importants et les ressources les plus faibles. Ça va aussi entraîner une baisse de la qualité de l'eau avec un débit plus faible, une capacité de dilution beaucoup plus faible du coup des rivières et une baisse de l'oxygène dissous disponible dans les rivières et donc une qualité encore diminuée. Le changement climatique, au-delà de cette baisse du débit, c'est aussi une modification du régime des précipitations avec des phénomènes extrêmes plus fréquents. Donc les extrêmes, ça va dans les deux sens. Ça va être des périodes de pluie intenses et très courtes et des périodes de sécheresse intenses et très longues. Ça va avoir pour conséquence, ce schéma est assez explicite, une baisse de la ressource disponible simplement. Et donc, voilà, des tensions fortes à venir sur les territoires. L'urbanisation, dans ce diagnostic du changement climatique, elle peut accentuer l'effet du changement climatique ou au contraire essayer d'adoucir, de s'adapter au mieux, en tout cas face à ce changement climatique. Une urbanisation qui peut être mal maîtrisée, c'est par exemple une pression foncière qui peut s'exprimer sur les zones inondables ou les zones humides, ce qui n'est pas favorable effectivement à une adaptation sereine face au changement climatique. Ça peut être des prélèvements qui se multiplient sur des cours d'eau ou des nappes qui sont déjà en tension. Des besoins en équipement d'assainissement et de gestion des eaux pluviales du coup qui augmentent, mais comme on l'a vu précédemment avec une capacité de dilution des pollutions plus faible et une imperméabilisation des sols qui augmente des ruissellements importants. Et avec les épisodes pluviaux de plus en plus intenses qu'on peut rencontrer, ça risque de poser des soucis de plus en plus forts. L'estimation d'augmentation de la population sur le bassin Adour-Garonne d'ici 2040, c'est plus 1,5 million d'habitants, donc principalement sur l'axe Garonne avec les deux métropoles que sont Bordeaux et Toulouse. Et donc on voit le travail à faire pour pouvoir accueillir cette population dans nos métropoles. S'adapter au changement climatique, donc c'est amener plus de résilience dans nos actions, dans nos aménagements. Notamment en zone urbanisée, c'est améliorer le fonctionnement des milieux aquatiques et gérer au mieux les eaux pluviales. C'est aussi partager mieux la ressource et réfléchir à plus de sobriété dans nos usages. Les actions qui sont mises en avant dans les villes pour cette adaptation au changement climatique, c'est vraiment ce que l'on appelle les solutions fondées sur la nature. Donc, ce sont des solutions qui permettent de tirer des co-bénéfices de la nature pour l'homme, ce qui peut amener donc une amélioration de la gestion de l'eau, mais aussi éviter ces effets îlots de chaleur urbains, ce qui peut amener de la biodiversité en ville, qui peut ramener de la végétation, qui peut ramener une meilleure qualité de vie dans nos villes. Donc, aménager nos villes en ayant en tête ces solutions fondées sur la nature, c'est vraiment au-delà de l'effet que ça a sur la gestion de l'eau, ce sont des effets sur plein d'autres aspects de notre vie quotidienne. L'eau dans les villes, elle est présente partout et tout le temps. Donc, que ce soit dans les projets d'aménagement dès la phase de conception, sur les matériaux utilisés, sur notre façon d'aménager, de construire. L'eau, elle est aussi présente après, une fois que les bâtiments sont habités. C'est l'eau qu'on utilise tous les jours pour notre vie quotidienne. Donc, c'est vraiment, l'eau doit être dans les esprits de tous, tout le temps, du début de la réflexion d'un projet, de sa phase conception jusqu'à sa phase de destruction, utilisation et destruction. L'eau, elle a une empreinte tout au long de la vie.
Donc les objectifs que l'on va mettre en avant dans les phases d'aménagement, en tout cas les objectifs multiples qu'on va pouvoir déployer pour assurer une renaturation des villes, ce qu'on va rechercher en tout cas quand on va renaturer les villes et aménager ces espaces urbanisés, ça va être vraiment la limitation des ruissellements pluviaux en favorisant une infiltration de la pluie au plus proche de là où elle tombe. Cette limitation du ruissellement va permettre de réduire les risques de pollution des milieux récepteurs, permettre également de limiter les inondations. Et comme je disais précédemment, ce développement de zones végétalisées dans les villes, ça apporte des co-bénéfices en termes d'îlots de fraîcheur et de préservation de la biodiversité. Les modes d'action pour atteindre ces objectifs, ils sont variés. Donc, je vous ai fait un petit focus sur les solutions fondées sur la nature. Donc, ils sont vraiment amener la nature dans nos villes avec la restauration de zones humides, la meilleure intégration des cours d'eau dans leur fonctionnement naturel dans les villes, assurer la présence de zones végétalisées en fonctionnement naturel et pas trop entretenu voilà, dans nos espaces urbains. Ça va être la désimperméabilisation et la renaturation de zones urbaines qui peuvent aujourd'hui, effectivement, on a des matériaux, des techniques qui nous permettent, là où on avait l'habitude de faire une zone bien bétonnée, de proposer de nouvelles techniques qui vont permettre de laisser infiltrer l'eau et de permettre aux usages qui s'exprimaient sur ces espaces-là de continuer à s'exprimer. Notre mode d'action, c'est la sobriété. C'est effectivement mettre en œuvre, réfléchir à des systèmes sobres dès leur phase de conception, mais aussi réfléchir à des économies d'eau qui pourraient être faites sur des systèmes déjà existants. Et développer, lorsque c'est possible, des systèmes de réutilisation des eaux non conventionnelles. On va en voir un exemple tout à l'heure. Concernant toutes ces actions dont je viens de parler, les agences de l'eau peuvent financer tous ces types d'actions dans le cadre de nos programmes d'intervention. Donc là, ce sont les aides sur l'agence de l'eau Adour-Garonne. Donc on a un taux d'aide de 50%. Avec des appels à projets, on en a un qui est en cours actuellement. On a des appels à projets réguliers qui peuvent permettre d'aller sur des taux de financement un peu plus élevés. Donc là, c'est pour expliquer le système. Je vous fais un petit focus. Je vous ai parlé de notre programme d'intervention, qui se termine à la fin de cette année. Donc, à partir de l'année prochaine, on va avoir un nouveau programme avec des modalités différentes. Il faut savoir que dans ce nouveau programme d'intervention, la gestion intégrée des eaux pluviales est toujours un élément central de notre intervention. Avec le souhait d'avoir une approche un peu plus globale de la part des collectivités. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on a pu financer des projets un peu au coup par coup. L'idée sur ce prochain programme d'intervention, c'est de demander aux collectivités de réfléchir globalement sur leur territoire. Quel secteur on peut désimperméabiliser, pourquoi, comment, et qu'est-ce qu'on va imperméabiliser, et s'assurer que la stratégie globale de la collectivité va bien dans le bon sens. On va également donner un petit coup de pouce supplémentaire à toutes les actions qui seront en lien avec les solutions fondées sur la nature. Et on va essayer de continuer à pousser et à valoriser ces actions qui permettent d'aller dans le bon sens et d'apporter, au-delà des bénéfices pour l'eau, des co-bénéfices pour l'ensemble des zones urbanisées. En termes de conclusion, je voulais partager avec vous un petit peu quelles pourraient être les évolutions intéressantes pour assurer une meilleure prise en compte des enjeux de l'eau dans les projets d'aménagement. Donc, c'est déjà un meilleur partage de connaissances, comme déjà peut le préconiser le SDAGE. Donc, par ces partenariats qu'on peut mettre en place, déjà, voilà, on voit qu'on peut faciliter le partage de connaissances, d'informations et l'échange entre
le monde de l'eau et le monde de l'aménagement de l'urbanisme. C'est sensibiliser les collectivités à la nécessité de consulter, à minima, de consulter les structures porteuses de stages dans leurs élaborations de documents d'urbanisme. Mais au-delà des structures porteuses de stages, il y a aussi toutes les structures qui interviennent dans le domaine de l'eau, notamment les syndicats de bassins versants, les agences de l'eau aussi. On n'est pas forcément associé dans ces documents et c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Essayer d'être plus prescriptif dans les documents d'urbanisme, on le voit que ça a un réel impact dans les projets d'aménagement et effectivement, les documents d'urbanisme peuvent orienter fortement la gestion de l'eau sur les territoires. Développer plus fortement les schémas directeurs de gestion des eaux pluviales avec un focus sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Et s'assurer effectivement avant tout développement d'aménagement ou développement d'urbanisme, de la disponibilité de la ressource en eau sur le territoire sur lequel ce développement doit avoir lieu. On peut se retrouver dans des situations où la ressource est trop faible pour assurer l'alimentation en eau potable des populations présentes, ce qui crée des tensions très fortes sur ces territoires-là. Et au-delà de l'alimentation en eau potable, il y a aussi la capacité du milieu à assurer la bonne réception et dilution des pollutions qui pourront être produites par ces nouvelles populations installées. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, Audrey, pour ce contexte global des enjeux et solutions. Envirobat Occitanie relaie les appels à projets de l'Agence de l'eau Adour-Garonne et ses ressources. Donc, vous pouvez les retrouver sur notre site ou directement celui de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Nous passons à la présentation des projets. Je laisse maintenant la main à Sylvie et Barthélémy Dumont pour nous présenter leur opération à Lavelanet. Vous nous entendez? Oui. Parce que nous, on a absolument rien vu de la présentation de Audrey Bayle. On n'a pas vu de projection. On a vu que... On a tout entendu, bien sûr, on a tout écouté, mais on n'a pas vu de slide, enfin de diapos. Donc, je ne sais pas si nous, on a des diapos. Du coup, vous ne pouvez pas prendre le contrôle sur le... Moi, je ne sais pas, j'essaye. Je n'ai pas de contrôle. Alors... Après, sinon, on va chercher notre truc et on le partage. Mais... Oui, je pense que c'est la meilleure solution. Ouais. Si c'est OK pour vous, on peut faire ça. On va essayer. Allez, j'arrête le partage. Ah, attends. Alors, je vais chercher le partage. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est OK. C'est OK? Parfait. Parfait. OK, bonjour à tous. Bonjour, alors nous allons vous présenter ce projet de réouverture du Pipier et de requalification du quartier de Sécoustous. Les axes principaux de ce projet, c'est la restauration d'un patrimoine hydraulique, la désimperméabilisation, la renaturation et la requalification d'un quartier fortement dégradé. C'est à moi? Pardon. Donc, Lavelanet, pour ceux qui ne connaissent pas, se situe dans l'avant-pays pyrénéen, donc dans un relief de caractère prémontagneux. C'est la ville centrale de ce pays d'Olme qui a fait toute sa richesse sur le textile. Et sa particularité, vous le voyez, c'est d'être une cluse au démarrage quand elle s'installe, c'est-à-dire qu'il y a une barre rocheuse que l'on voit ici très importante. Et donc, c'est le Touille qui a creusé cette cluse. Et c'est à cet endroit-là que la ville s'est installée et c'est à cet endroit-là que le projet a été réalisé. Donc, dans un secteur très dense et avec peu d'espace, puisque cette cluse faisait 150 mètres de large. Et vous voyez aussi que dans le futur,
elle s'est développée dans une sorte de Y, là où elle trouvait de la place avec moins de relief contraignant. Je continue la présentation de Sylvie. Donc, en fait, Lavelanet, pour parler de cette ville, c'est un bourg-centre dans une communauté de communes du Pays d'Olme. On est au pied donc des Pyrénées, vous l'avez compris, des montagnes. La force motrice qui a fait le développement de la ville, c'est la rivière, le Touille, donc l'eau très importante. Et la ville, c'est une ville industrielle textile qui a vécu de grandes heures, qui a été très prospère jusque dans les années 80 peut-être, et qui est depuis, évidemment, comme toute l'industrie française, est en déprise totale. Et donc, il y a toutes ces questions-là, et la question de l'industrie avec l'eau. Donc, l'eau a permis le développement de l'industrie, mais c'est aussi l'industrie qui a pollué l'eau. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une problématique inverse qui est qu'il n'y a plus d'industrie, mais on a de nouveau de l'eau pure. Et donc, c'est ce qui fait que on peut repenser la ville différemment avec cette industrie qui a disparu, qui a posé beaucoup de problèmes puisque la ville a perdu 30% de sa population. On est passé de 10 000 à 6 500 en 30 ans avec, vous connaissez, hein, c'est un cas d'école, il y a ça dans pas mal de coins de France, et notamment beaucoup dans le Tarn, qui sont des cousins de Lavelanet, à Mazamet, à Castres, à Grouillé, mais aussi dans les villes minières, etc. Alors cette étude, ce projet qu'on a fait, il a des antécédents, c'est-à-dire qu'on a commencé par être sollicité par la mairie de Lavelanet pour faire une étude préopérationnelle ou une étude de faisabilité qu'on a appelée de Lavelanet 2050. Il y a une première étude donc sur l'ensemble des projets qu'on pourrait faire dans la ville pour réhabiliter la ville, la redynamiser. Ensuite, il y a une deuxième étude un peu plus particulière, un peu plus précise, quand on a fait le diagnostic de l'habitat vraiment dégradé de la ville. Il y a eu une opération RHI-Tirori sur un bout de quartier. Et puis, au terme de ces deux études-là, on a déposé un projet TEPCV. La ville a été lauréate de ce projet TEPCV, donc territoire à énergie positive pour la croissance verte, avec comme thème effectivement la retrouvance de l'eau, les mobilités, les trames vertes, etc., etc. Et en fond, ce TEPCV, il a été validé, à l'époque c'était Ségolène Royal qui était ministre de l'écologie, il a été validé en haut lieu, et l'argent a été versé à la commune alors qu'elle n'avait pas entamé ses projets, et ça lui a donné des ailes pour travailler. Et donc derrière ça, il y a eu deux projets qui ont été faits, on va vous en présenter un, l'autre étant l'entrée de ville sud qui a aussi été fait. Donc là, on voit sur cette petite carte, quand je montre vous voyez ça, oui, on le voit. Oui. On voit bien? Ok. Donc, sur cette petite carte, on voit le Touille dont parlait Sylvie, donc rivière qui a créé toute la géographie locale. Et on voit entre les deux traits rouges, en fait, c'est le Touille qui a été couvert, en fait, qui a été masqué. Donc, on est à la fin, juste avant la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, et après la guerre, évidemment, on a une industrie qui se développe en la Trente Glorieuses très très fort, et les rivières sont des égouts, les rivières sont des rejets d'usines, donc elles sont blanches le matin, vertes l'après-midi, jaunes le soir, et j'en passe, et avec plein d'égouts dedans, et donc elles ont été complètement couvertes pour cacher tout ça, et donc on a perdu tout le rapport à l'eau pendant des années. Et je continue. Donc voilà, bon, on a perdu ce rapport à l'eau. Donc si on rentre dans l'histoire en continuité des études qui ont été faites, il y a eu des concertations avec la population, et notamment ce qui a beaucoup été utile, c'est de faire une maison des projets. Donc les 9 projets qu'on avait fait, qu'on avait développés dans l'année 2050 ont été présentés à la population, et là-dessus, il y a eu un chargé de mission à la mairie qui a donc organisé des visites, des concertations avec les riverains, avec les associations, etc. Et ça a donné beaucoup de dynamique à tous ces projets qui étaient des projets papier.
Le projet qu'on va présenter aujourd'hui donc est un projet alors on va pas le présenter en totalité, on va présenter principalement la partie découverte de l'eau, c'est ce qui est entouré en bleu ici, mais c'était un projet global qui a été fait aussi avec un confrère architecte qui était à la fois au point de vue des trames vertes, de faire descendre la forêt dans la ville. Donc ça s'appelait les forêts urbaines, ça c'est une partie de ce projet, mais qu'on ne présentera pas là. Et l'autre projet, c'était effectivement de redécouvrir le Pipier, une rivière qui n'est pas le Touïre est ici, ça c'est la rivière principale, vous voyez qu'elle est couverte aussi. Et le Pipier est là, et là on est vraiment dans le cœur de bourg. Et là on voit ici les forêts urbaines, le projet des forêts urbaines d'aller chercher les forêts pour descendre en ville. Donc voilà le quartier concerné. Sylvie parlait tout à l'heure des deux soulats qui autrefois évidemment se rejoignaient, qui avaient été creusés par la Cluse, par le Touïre, par la présence du Touïre, et qui fait que cette ville est complètement enclavée à cet endroit-là. Et évidemment, le vieux Lavelanet est ici. Il est au plus près de la Cluse parce que c'est aussi l'endroit qui était défendu par le château féodal, évidemment, qui s'était mis là. Donc, c'était évidemment très facile de défendre la ville par un passage très étroit. Et donc, la vieille ville s'est développée là, mais petit à petit, avec l'industrie, la vieille ville a déplacé son centre et ce quartier est devenu très paupérisé. Et en fait, la ville s'est transformée en ville-rue, qu'on voyait un peu sur les vues précédentes. Ici, sur la droite, vous voyez le Touïre, donc, qui est couvert et qui est devenu un parking, qu'on appelle l'esplanade de la Concorde. Et ici, on voit la partie du Pipier qui est aussi couverte. Donc, ça s'est fait en 42, tout ça. En 46, pardon, juste après la guerre. Et c'est là qu'on est intervenu. Autre diapo qui montre la même chose, mais à plus grande échelle sur un cadastre napoléonien. Le Touïre qui passe ici et le Pipier qui passe là. Les deux rivières, le Pipier qui est un affluent du Touïre. On voit ici la couverture en bas à gauche du Touïre, donc un ouvrage d'art qui a été fait en 56 et le Touïre non couvert. Un ouvrage d'art qui a été fait en 56 et qui aujourd'hui est difficilement destructible. Bon, en plus, c'est une belle voûte en béton bien construite et en plus un radier, donc ça fait vraiment un ensemble qui aujourd'hui, effectivement, au-delà des usages qu'a pris la ville au-dessus de cette voûte, voilà, difficilement. Et là, on est dans donc le Pipier, le Touïre est ici sur l'image, le Pipier, il est là, vous voyez une espèce de chaussée là. Donc le Pipier, c'est une rivière, petite rivière qui est un affluent qui se jette dans le Touïre et qui part latéralement par un canal. Évidemment, chaque fois qu'il y a une chaussée, on la voit ici, on la voit là. Et en plus, on voit des photos assez idylliques des vues assez idylliques du quartier dans les années 1900, un quartier assez populaire. Donc chaque fois qu'il y a une chaussée, évidemment, il y a de l'eau qui est déviée pour aller dans une usine. Et il y avait une usine textile, donc on est dans la proto-histoire industrielle de Lavelanet, puisque cette chaussée a dû être faite à la fin du 18e, alors que la grande époque de développement industriel de Lavelanet, c'est le 19e. Et on voit l'église là, on est bien dans le quartier historique de Lavelanet. Une photo qui montre cette chaussée, les maisons qui tombent dans l'eau, ces maisons qui seront effectivement démolies pour faire le projet. Mais ça, je pense que c'est vous va parler. Donc là, vous voyez une photo en 1900 et une photo en 2014, 2015, quelque chose comme ça. Donc tout est couvert. La rivière, elle passe ici et puis elle s'élargit là parce que la chaussée est quelque part par là. Alors dans notre travail de Lavelanet 2050, on était allé voir là-dessous ce qui se passait et on avait repéré toutes ces choses. Donc on voit les dalles béton sur des pilotis, enfin sur des structures béton, les fers à nu, etc. Et cette magnifique chaussée du XVIIIe siècle, qui était la première chaussée de l'industrie, et on s'est dit qu'il y avait là plusieurs opportunités, redécouvrir l'histoire, la première histoire industrielle, redécouvrir évidemment la rivière, l'eau, et redonner au quartier une grande qualité en retrouvant tous ces espaces. J'en profite juste pour vous dire qu'il vous reste un petit peu moins de 10 minutes. Ok. Merci. Donc,
ici, on voit, ce qui s'est passé, c'est que le document Arashi-Tirori nous a permis de déterminer que tout cet îlot-là était irrémédiablement irrécupérable. Donc, en fait, voilà, bon, c'est ce qu'on dit dans le jargon. Donc, on a travaillé avec la commune et la mairie au délogement des derniers habitants qu'il y avait là, mais c'était plutôt des marchands de sommeil et quelques squatteurs, etc., qui ont été relogés. Et ça a permis de démolir tout cet îlot-là, qui est un îlot qui tombait dans l'eau d'un côté, mais sur le ciment que vous voyez là, et de l'autre côté, qui faisait des rues très étroites, qui, par la démolition de tout ça, ont permis à la fois de dégager la rivière et de faire un grand espace public pour cet endroit et de redonner vie à ces maisons. On voit que ces maisons, par ailleurs, elles ont des jardins sur l'arrière, donc ça c'est le Soula qui descend, le fameux Soula qui passe d'un côté à l'autre. Des travaux, des images des travaux, on est en cours de démolition au chantier, on a quand même retrouvé les murs latéraux du lit de la rivière, c'était super intéressant, mais on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. On n'a pas eu besoin de faire beaucoup de bâtards d'eau pour faire le projet, mais on a travaillé avec un bureau d'études hydrauliques qui nous a permis de bien réussir la reconversion. Donc sur la suite, on voit ici le plan du projet et la coupe. Donc réouverture de toute cette dalle pour la redécouverte de l'eau. Ensuite, un travail sur les traitements de sol. Donc globalement, vraiment 3 grands axes, l'eau, les sols et la végétation. Donc on va rentrer un peu dans ce détail. Ce qui était important, c'est qu'on a vu que l'eau, il y avait un point qui était redécouvrir ce magnifique patrimoine hydraulique, mais c'est aussi la scénographier, profiter de la fraîcheur qu'elle apporte. Donc, vous voyez que, en fait, ici, on a le centre avec de la Vallonnée, avec la plus grande place, l'Esplanade de la Concorde. Donc, c'était arrivé à relier évidemment ce quartier à la place de Sécoustous. Et ben voilà, une passerelle, c'est pas seulement un point pour aller plus vite d'un endroit à un autre, c'est aussi scénographier l'eau, la voir, la donner à voir une perspective sur les Soulas, sur une place. Alors, vous voyez ici, c'est un plan intermédiaire, puisqu'il y avait l'idée d'installer un petit bistrot, qui finalement, c'est pas fait, mais on va voir que c'est pas si grave. Et donc, une passerelle peut-être un peu plus onéreuse, effectivement, sauf qu'on a renoncé à un design compliqué et en prenant un design très, très simple, avec 2 HEA et puis des baraudages verticaux, essayer d'avoir un effet de belvédère. Et puis, bien sûr, des passerelles qui rejoignaient les maisons, puisque comme on ne rentre plus, elle rentrait au niveau de la dalle, mais on rentre de ce côté de la rue, mais là, on perd cette entrée, reconstituer des passages pour les habitants. Voilà quelques photos. Donc, on voit. Alors, vous voyez que là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus profond parce qu'il y avait énormément de sédiments donc, qui ont été analysés. Donc, il n'y avait aucun problème de pollution dans ces sédiments, donc, qui ont pu être au moins sur 1 mètre de profondeur retirés. Voilà la passerelle en cours de chantier et d'autres vues. Donc, ces 3 thèmes majeurs, le paysage, effectivement, la fraîcheur, l'îlot de fraîcheur, mais aussi le paysage. Alors, sur ces sols, on avait un sol en bitume complètement. Donc, le revêtement de sol aujourd'hui, ce sont des pavés en granit. Donc, un meilleur albédo, puisqu'on sait que l'enrobé, ça peut monter à 55 degrés et dans la nuit, ça restitue cette chaleur, tandis que le granit, lui, va en absorber moins et donc en émettre moins pendant la nuit et plus lentement. Un effet de calpinage aussi de ces sols. Sur la végétalisation des quais, strates arborées, alors 2 essences principalement, les râpes champêtres, et puis le merisier, mais le merisier stérile, Prunus avium plena et Acer campestris, pour avoir des arbres qui n'étaient pas, la population ne voulait pas non plus avoir des trop grands arbres, etc. Mais vous allez voir que ça donne quand même un beau volume sur cette strate. Et puis, l'idée de végétaliser, bien sûr, les pieds le plus généreusement possible,
il y avait des caves, donc il a fallu remblayer, mais il y a au moins 1,20 m de profondeur de terre et sur des massifs qui sont très, très généreux. Voilà, ça c'était une projection d'une végétalisation par notre bureau environnemental, parce qu'on s'échange un peu comme ça dans les discussions des rôles, donc sur un potager vertical. Mais finalement, dans ce quartier, il y avait des projections de cinéma. Et en découvrant ce pignon et le fait qu'on ne fasse pas ce restaurant, c'est devenu un grand écran de projection de cinéma. Et puis, il se passe aussi plein de choses, des concerts comme ici, en bas à gauche. Donc voilà, ces strates arbustives arborées et évidemment un petit peu la nouveauté et surtout le procédé de renaturation, ce sont les jardins flottants. Je vous montre, voilà, vous voyez que le projet et les études ont démarré mi-2018, la réception a été mi-2020, donc vous voyez qu'il y a quand même une végétalisation qui s'est mise en place et qui a été réussie sur ces strates. Des habitants qui plantaient aussi des tournesols, des tomates, etc. Et puis petit à petit, le volume a pris, donc ils ont eu moins de place pour eux. Mais voilà la végétalisation par jardin flottant. Donc c'est pas nouveau, hein, les jardins. Les Aztèques en faisaient près de Mexico depuis le XVIe siècle. Depuis le début du siècle, dans le lac Imlé en Birmanie, on fait des jardins flottants, mais voilà, c'est en passant à Rennes, en fait, qui a été la première ville à poser des jardins flottants, mais sur la Vilaine, que le déclic a eu lieu. Et voilà, donc effectivement, allô, quoi de nouveau? C'est pas très nouveau, mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas une ville petite et moyenne qui s'est dotée de ces éléments et qui sont particulièrement intéressants pour toutes les raisons que vous voyez là. Donc, ce sont des systèmes flottants avec du PEHD recyclé. Donc, on prend c'est utilisé pour tous les réseaux de conduite d'eau potable, etc. Et c'est ce qui assure la flottaison. Donc, bon, je ne vais pas rentrer plus, vous allez voir les images assez rapidement. Et surtout, le système, c'est qu'on est dans un marnage très fort. On est dans un ruisseau torrentiel, hein, donc ça monte et ça descend. Et pour ça, il y a des ancrages métalliques le long du quai qui assurent ce déplacement des îlots. Voilà, on les voit plantés. Donc, c'est aussi du coco qui sont pris dans une résine de PEHD. Et donc, ça assure. Alors, évidemment, on me dit, ça dure combien de temps? Alors, les premiers, ils ont été réalisés il y a 14 ans en Finlande. Assez peu de recul. Le PEHD, on sait que ça a une centaine d'années. Ensuite, après, eh bien, il faut revenir mettre un peu de copeaux de bois, peut-être un peu de terre aussi. Mais il y a un tel réseau de racines qui s'est constitué, voilà, un plan de plantation, que il y a finalement une durée de vie qui sera, à mon avis, très importante. Voilà, pour moi, il y a au moins une quarantaine d'années. Mais... Voilà, on se situe au niveau de l'eau dans le démarrage de ces plantations, qui sont des hélophytes d'une pépinière locale. Alors, effectivement, après, il y a des plantes qui sont originaires d'Asie, mais qui ont été importées depuis le Moyen-Âge, etc. Donc, voilà cette perspective de la passerelle. Et l'idée, c'est bien sûr d'avoir un lien entre le grand paysage, le Soula, la végétation aussi des particuliers, et puis ce qu'on perçoit dans le fond. Voilà. Peu de temps après la réalisation, la fin du chantier, et puis aujourd'hui, cette végétation qui a bien pris sa place. En coefficient de biotope, bien évidemment, on a beaucoup gagné parce que on enlève du béton, donc on remplace ça par de l'eau. On est plutôt, si on le prend même sur voilà, la surface où on calcule la voirie, on est à 0,40, 0 plutôt même 41, donc plutôt un bon bilan. Donc la liste des entreprises, moi je voudrais finir en disant que c'est très réjouissant de réouvrir une rivière. C'est peut-être un des
c'est certainement le projet d'espace public qu'on préfère. Voilà, on voulait vraiment remercier aussi la ville de Lavelanet, le maire bien sûr, et Alexandre Pereira qui a dirigé ce projet en tant que maître aussi. Merci. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. Alors, il y a eu de nombreuses questions du public dans le chat et pour essayer de répondre à toutes, j'invite les intervenants à y répondre directement dans le chat lorsque c'est possible, hein, lorsque les questions s'y prêtent. Et je relayerai les autres questions à la fin des présentations. Alors, je passe maintenant la main à Laetitia Barré et Christelle Lazou. Donc, je vais repartager le diapo. Alors, je vais avancer un peu. D'accord. Vous voyez les diapositives avancer? Je vois les diapos. Je vous laisse prendre la main et avancer. Ok. Bonjour à tous. Donc, Laetitia et moi-même, on va vous présenter concrètement un exemple, une application qu'on a pu faire récemment sur le site de Toulouse. Attends, je suis désolée, moi je vois pas la diapo. Normalement, je viens de mettre sur la bonne. Est-ce que vous voyez? Là, c'est bon, ouais. Très bien, Ok, merci. super. Merci. Alors, sur le site de... Donc, on est sur Toulouse, nous, ce qu'on appelle Rénal, au niveau de la SNCF. Donc, c'est un site ferroviaire intégré dans le tissu urbain toulousain. C'est un site ferroviaire qui a le poids de son histoire. Il est là depuis plus de 100 ans. On voit en rouge la parcelle, le site du projet, qui est très, très grand, hein. On est sur l'ordre de plus de 70 hectares. Et concrètement, sur ce site, il y a un projet de valorisation urbaine, c'est-à-dire de rendre du foncier aux usages urbains, environ 7 hectares, ce qui a conduit la SNCF, et en particulier SNCF Immobilier, à réaliser des travaux pour du coup rationaliser et optimiser le site existant. Quelques photos du site existant. Donc, bon, il y a parfois des installations qui sont un peu dans leur jus. On a à la fois des installations ferroviaires, des voies ferrées, on a des anciens technicentres, des technicentres encore en activité, des stockages extérieurs. Voilà, c'est vraiment très, très, très varié. Et clairement, ce site méritait un petit coup de neuf et d'optimisation. Et ça va permettre aussi, du coup, comme on peut le voir sur la slide prochaine, de céder. Donc, par exemple, ici, on voit tout ce qui est... Bon, moi, je le vois en rose. J'espère que vous le voyez aussi en rose. C'est tous les projets urbains qui vont sortir de terre ou qui ont commencé à sortir de terre sur du foncier anciennement SNCF. Donc, ça va permettre de renaturer un peu le centre urbain et de redonner la valeur vraiment clairement urbaine du site, quoi. Donc, plutôt que des entrepôts et des voies ferrées, il est prévu voilà, des bâtiments liés à un projet de pôle d'échange multimodal, interconnecté aussi à la 3e ligne de métro toulousaine, avec des parcs, des jardins, du bureau, des logements, des services. Et donc, nous, le rôle de la SNCF, c'est de, on va dire, ramasser notre activité sur du foncier très contraint. Donc, l'objectif, c'est garder vraiment que le foncier strictement nécessaire à l'utilisation ferroviaire, au fonctionnement de la gare, parce qu'on n'a pas le choix. On doit quand même avoir un peu d'installation à côté de la gare Matabio. Et cela a conduit à faire un projet que Laetitia va vous présenter plus en détail, mais c'est-à-dire de faire une nouvelle entrée au site ferroviaire, une entrée unique. Et on en a profité du coup pour faire quelque chose d'un peu plus qualitatif par rapport à ce qui avait pu être fait il y a plus de 100 ans. Voilà, donc pour prendre le relais de Christelle, donc ce projet qui est porté par SNCF Immobilier
Alors déjà rapidement les intervenants. Donc il y avait en conduite d'opération, en AMO conduite d'opération AREP, donc à l'époque c'était moi qui pilotais cette opération, en maîtrise d'œuvre AREP, et ensuite en phase de réalisation, on a eu un groupement d'entreprises mené par Gentoli, Bureau Veritas pour le SPS, OPC Technique et Chantier Sud-Ouest, et Alpes Contrôle en réalisation. Une qualité d'ailleurs des intervenants AMOT et entreprises qui ont permis de mener à bien cette opération. Donc, comme le disait Christelle, il a fallu intensifier les ouvrages sur la parcelle SNCF. Alors, les usages au niveau du bâti, mais aussi au niveau existant et aussi au niveau des espaces extérieurs. Et là, ce qu'on voit en la voirie, en fait, c'est finalement ce qui reste en espace extérieur pour la SNCF une fois que tout a été cédé. Donc, cette intensification d'usage, elle passe par des objectifs très importants pour ce projet et pour cette voirie dans un périmètre contraint. Par exemple, on passe de 2 accès au site à un seul accès. On passe de beaucoup de surfaces de stationnement extérieur en quelques stationnements. Et voilà, on passe aussi à un seul branchement de réseau pour tous les sites, un seul branchement pour tout le site sur les réseaux, etc. Donc, c'est beaucoup de contraintes à intégrer. Si tu peux passer, Christelle. Alors, les objectifs pour ce projet, donc rapidement, les grands objectifs opérationnels, c'était d'assurer la circulation interne au site, donc permettre d'avoir l'accès avec la scission des îlots, maintenir bien sûr les activités du site, créer des nouveaux branchements, mettre aux normes mettre aux normes environnementales, en tout cas sur le périmètre d'intervention, la parcelle, et monter en qualité sur la sécurisation et la maintenance du site. Donc, si on fait un focus, là, ce qui nous a un petit peu animé, c'était de parler des enjeux de pluviaux, donc de gestion des eaux de pluie. Si on fait un focus sur ce sujet, les grands enjeux, d'une part, c'est l'évolution du site. Le site, il est fortement désimperméabilisé dans son ensemble, mais essentiellement sur la partie CD. Nous, on est plutôt sur une question d'intensification des usages. On va avoir des enjeux sur la connaissance des réseaux et l'amélioration de leur fonctionnement. Des enjeux techniques aussi contraignants. En fait, les zones ferroviaires fonctionnent par plateau. Donc, c'est des zones très plates et très vastes qui sont pas forcément, qui posent des questions en fait sur la gestion des eaux de pluie. Sur ce site aussi, on a des plus hautes eaux qui sont au niveau du terrain naturel et des raccordements vers le domaine public qui sont contraints aussi par le contexte hydraulique du quartier. On a aussi des enjeux forts de pollution du sol, comme l'a rappelé Christelle, une parcelle plus que centenaire, avec des usages qui ont beaucoup évolué et des usages industriels, parce que ça reste un usage industriel, donc des suspicions de pollution, et des continuités, des enjeux aussi de continuité d'exploitation, ne pas mettre en risque les infrastructures pendant les travaux. On parle de raccordement en électricité, en télécom, voilà, des raccordements en eau sur des infrastructures qui doivent continuer de fonctionner, et des interfaces au sein de notre périmètre avec des bâtiments exploités de la SNCF. Donc, la situation initiale du site, a été relativement dégradée. En fait, on avait des grands bassins versants qui étaient raccordés sur le domaine public avec pas de débit, de contrôle du débit de fuite. Et aussi beaucoup de réseaux avec, malgré une cartographie assez précise, une difficulté à comprendre en fait le fonctionnement global du site, parce qu'on a des pentes, des contrepentes, et malgré que voilà, il n'y avait pas de problématique marquée d'inondation, on avait un peu du mal à appréhender la situation. Il faut aussi indiquer que le site se situe en bas d'un grand bassin versant en fait, au niveau du quartier, et du coup, au niveau du domaine public, il y a une difficulté à évacuer les eaux de pluie. Le réseau a tendance à monter en charge et voilà, s'évacue ensuite au fur et à mesure.
Donc, la situation projetée, mise en place, elle a, grâce au projet, permis de créer 3 sous-bassins versants et ainsi rationaliser le fonctionnement du site. Le projet a permis donc de mettre en place des nouveaux réseaux aux normes et également du débit de fuite limité. Et on voit qu'en plus, bon là, ce n'est pas les débits finaux, mais pour donner des ordres de grandeur, on est sur des limitations de débit qui sont assez proches de ce qu'on fait sur les projets neufs. Donc sur une parcelle existante qui a de grande ampleur, on avait pour ambition de vraiment arriver à se rapprocher le plus possible d'un projet neuf en termes de performance sur cette question. Donc, pour mener ce projet, quelle démarche on a adoptée? Alors, tout d'abord, dès le démarrage des études techniques, on a pris contact avec le service du cycle de l'eau de Toulouse Métropole. Et pendant toutes les études et jusqu'à la réception, on a mené un certain nombre d'échanges sur le projet, ce qui nous a permis de bien comprendre le contexte dans lequel s'insérait le projet et aussi de monter en qualité sur notre réponse et les solutions qu'on allait mettre en place. On a fait bien sûr l'étude de plusieurs solutions techniques. On a fait des projections à court et moyen terme, mais surtout dans des phases transitoires du projet, puisque la parcelle, elle est aménagée au fur et à mesure. Ça s'étale sur quasiment une décennie. Donc, on a intégré ces horizons transitoires, en fait, dans notre étude. Et aussi, on a intégré des phénomènes plus ou moins intenses dans les études pour voir comment se comportait le site jusqu'à des pluies très intenses, d'occurrence centennale. Malgré en fait l'objet assez technique de cette question, il y a quand même des choix à faire par la maîtrise d'ouvrage et il y a des arbitrages qui du coup ont dû être faits et on les a fondés sur des postulats, des postures. Tout d'abord, notre volonté, c'était de protéger au maximum le site et les infrastructures dans la situation actuelle, mais aussi en se projetant dans un changement climatique qui risque de faire que les phénomènes de pluie soient plus intenses. On devait aussi respecter les engagements planning de la SNCF, puisque de nos travaux découlait le démarrage ou pas de la suite du programme. Donc, il fallait absolument qu'on puisse respecter ces délais-là. On avait la question de la pollution. Donc, on a fait un diagnostic de pollution. On avait trouvé très peu de pollution. Malgré tout, on était un peu inquiet sur cette question, encore une fois, du fait de l'historique du site. Donc, on a voulu aussi être prudent et ça a toujours entré dans notre considération, cette question-là. Et évidemment, il fallait aussi maîtriser le budget pour que l'opération puisse arriver à son terme. Donc, la solution que finalement on a retenue pour traiter le site, elle est à la fois très technique, mais elle est quand même extrêmement ambitieuse. On a choisi de faire un bassin de rétention sur voirie de 600 mètres cubes. C'est un bassin qui est surdimensionné pour une pluie d'intensité d'occurrence cinquantenale, donc d'intensité forte. On a un débit de fuite en sortie de site de 2 litres par seconde. Donc, ce qui est très faible, parce qu'aujourd'hui, avant, on n'avait déjà pas de débit de fuite et c'est quasiment ce qui est demandé sur le neuf. Donc, c'est quand même très ambitieux. Et en plus, on a un clapet anti-retour sur notre sortie de site, ce qui fait que dès que le domaine public monte en charge et n'est plus en capacité finalement d'évacuer nos eaux, on fonctionne en autonomie. Il faut savoir que ce clapet anti-retour, il se met en marche assez rapidement, parce que dès les pluies vintennales, le domaine public monte en charge. Donc, dès qu'il y a une pluie un peu intense, le site est en autonomie. Et tant que le domaine public n'a pas réussi à évacuer toutes les eaux de pluie des eaux qui sont collectées par ailleurs, on n'évacue pas nos eaux pluviales. Ça a impliqué aussi qu'on puisse nous monter en charge et gérer finalement nos pluies intenses. Donc, la maîtrise d'ouvrage a fait, je trouve, un choix quand même un postulat important qui est de dire que cette voirie, elle était aussi en capacité de stocker les eaux de pluie.
donc finalement de fonctionner en mode dégradé pour la circulation des véhicules pour devenir une zone de stockage en cas de pluie vraiment exceptionnelle et ainsi protéger les infrastructures qui sont attenantes à cette voirie. Donc, pendant ce projet, on a dû faire un certain nombre d'arbitrages. Donc, évidemment, l'arbitrage le plus important, qui fait un peu écho aussi aux présentations précédentes, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on fait de la rétention-régulation versus de l'infiltration. Nous, dans notre situation, le manque de place sur notre parcelle du fait notamment de l'intensification de nos usages, les délais aussi, parce que dès qu'on fait de l'infiltration, il y a un dossier loi sur l'eau, et là, on était sur des bassins versants importants, donc toute une démarche à mettre en place qui était compliquée, et aussi le risque de pollution du sol. Il s'est avéré d'ailleurs qu'on a trouvé de la pollution pendant les travaux et une pollution assez importante. Tout ça nous a plutôt fléché vers une régulation ambitieuse sur le site plutôt que de l'infiltration. Ensuite, on a surdimensionné autant que possible et autant que acceptable en termes de coût notre rétention. Et on a fait le choix de pouvoir utiliser aussi la voirie comme réservoir. Donc concrètement, on a mis en place en fait des sous-bassements sous la clôture pour éviter le débordement sur les infrastructures autour de la voirie. Donc cette intensification d'usage qui, sur la parcelle SNCF, elle a contraint quand même le projet. Et on a alors quelques espaces enherbés, mais c'est assez compliqué et on n'a pas pu planter d'arbres. On aura une petite carte, un plan après qui vous montrera l'ampleur des réseaux sur le site. Et voilà, peut-être juste avant la conclusion, voilà, on voit là sur le haut de la diapo l'intensité des réseaux sur le périmètre qui fait qu'on ne pouvait pas aller mettre en fait des arbres. Mais on va mettre d'autres arbres sur l'autre site dans le cadre d'autres projets. Non, mais bon, mais mais effectivement, sur la partie VRD, on en a profité pour mettre aussi à plat tous nos réseaux. Donc, il sert un peu de squelette névralgique un peu à toutes les installations ferroviaires. Du coup, en bilan, nous, on en tire avec Laetitia un bilan très positif. Avec ce projet, on a saisi l'opportunité pour améliorer le fonctionnement du site par rapport à l'existant, améliorer aussi la protection des infrastructures à l'interne, et on s'est mieux intégré avec les systèmes d'évacuation d'eau pluviale de la ville. On a réussi à construire dès la phase conception une solution technique, vous avez vu, ambitieuse et aussi adaptée à nos enjeux ferroviaires, à nos agendas de session et des développements urbains avec le cycle de l'eau. Donc on ne le répète jamais assez, mais plus on va se concerter en amont, mieux c'est, parce que concrètement, il y a des vraies solutions qui sortent. Ça nous a permis de faire le projet dans le budget. La maîtrise d'ouvrage est très contente, et dans les délais. Et moi, je voulais aussi rajouter que voilà, ce n'était pas un projet initialement qu'on pourrait taguer protection de la ressource en eau ou gestion des EP, parce que clairement, ce n'était pas la composante majeure. Néanmoins, il n'y a pas de petite composante au final, parce que donc Laetitia a passé beaucoup de temps déjà à travailler sur ce projet et ça a permis clairement d'améliorer la situation. Donc il faut, à mon sens, toujours engager cette démarche, même si le projet n'est pas fondamentalement de la gestion des EP. Voilà, c'est un sujet qu'on peut toujours intégrer et il n'y a pas de petite amélioration. Ça nous a aussi permis de faire un retour d'expérience sur ce projet parce que c'était un des premiers projets aussi de cette ampleur qu'on menait. Déjà, on s'est rendu compte que toute l'équipe de maîtrise d'ouvrage, qu'elle soit maîtrise d'ouvrage ou AMO, on avait une montée en compétence sur la gestion des eaux avec une vraie sensibilisation et une vraie intégration de ce paramètre à intégrer, toujours en co-construction avec les acteurs locaux, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. On met en place aussi maintenant du management par les risques des projets parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'incertitudes. Là, on vous présente la solution finale. Ça paraît très, très simple, mais il y a eu beaucoup d'arbitrage de solutions envisagées. Donc, pour nous, ça nous semble intéressant de vraiment manager le projet par les risques
pour prioriser les sujets et les plans d'action. On a aussi souligné l'importance de plutôt réaliser un schéma directeur phasé des réseaux du site avec des situations transitoires parce que clairement, il n'y a pas une situation actuelle et demain, on va tout réussir à faire d'un coup. Il y a une réalité aussi derrière. Néanmoins, ça n'empêche pas d'améliorer les situations et de se projeter et d'arriver concrètement à des solutions. Et là aussi, on essaie de s'améliorer, c'est pour explorer un peu plus le réemploi et tout ce qui est avoir une démarche un peu plus économe en termes de matériaux. Et je laisse la main. Très bien, merci beaucoup Laetitia et Christelle pour cette présentation. Si. Alors, on va passer du coup au troisième projet, qui concerne cette fois les eaux usées traitées, qui est présenté par Thibaut Boudeville, chef de projet réutilisation des eaux usées traitées au sein de Toulouse Métropole. Hop, je pense que j'ai dû prendre la main sur le diapo. Je crois que c'est bon. Ok, Parfait. impeccable. Oui, bonjour à tous, moi Thibaut Boudeville. Je suis à la métropole de Toulouse, là, au sein du cycle de l'eau. Je suis en charge en fait de la thématique réutilisation des eaux usées traitées. C'est vrai que la sobriété, la transition écologique au sein de notre cycle de l'eau, c'est un sujet très large. Le premier sujet étant la sobriété via la réduction en fait des prélèvements qu'on fait au niveau de la Garonne. Donc surtout comment encourager cette sobriété. Après, il y a toute la question qui se pose au niveau du territoire notamment sur les projets d'aménagement, comme ça a pu être dit juste avant. Et moi, je vais vous présenter un petit peu une autre alternative sur la question des eaux non conventionnelles. Donc là, en quittant le cadre de l'usage au pied du bâtiment, c'est l'usage en sortie en fait de stations de traitement collectif. Hop. Voilà, ça a dû passer normalement. Donc en fait, à Toulouse Métropole, on a plusieurs stations d'épuration. On en a une principale qui est celle de Ginestous-Garonne. C'est une énorme station d'épuration qui traite 150 000 mètres cubes d'eau usée par jour, hein, qui est située en plus sur une zone encore assez fortement urbanisée. Et sur laquelle, en fait, en 2019-2020, a été créer une première tranche d'une unité de réutilisation des eaux usées traitées pour de l'usage en fait à proximité de cette eau. Donc en fait, on vient prélever une petite partie de l'eau qui est normalement restituée en Garonne et sur laquelle qui subit en fait un traitement d'affinage. Donc là, on parle d'ultrafiltration. Donc c'est un traitement qui est assez poussé, mais qui doit permettre de pouvoir valoriser cette eau usée traitée en zone urbaine, donc assez fortement peuplée, donc sur lesquelles il y a des exigences sanitaires assez fortes. Donc cette eau qui est ultrafiltrée est ensuite utilisée pour de l'arrosage. Le premier usage étant l'arrosage des espaces verts de la station, parce que Ginestous, c'est un énorme site et il y a des espaces verts dessus. Et l'autre, c'est le golfe de Garonne, qui était un peu le premier partenaire du projet avec la métropole et son exploitant pour se porter usager de cette eau. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez pertinent quand c'est un usage. Le golfe, ça reste un usage loisir, mais qui est énormément consommateur d'eau. Donc là, l'utilisation d'eau en sortie de stations d'épuration collective, ça paraît quand même très pertinent. Donc voilà, ça c'était une première tranche pour laquelle on a eu les autorisations préfectorales, c'était courant 2020, et eu les travaux, mise en service 2020-2021. Dès le départ, en fait, la station de réhute a été conçue pour pouvoir développer ensuite d'autres usages. Elle n'a pas été conçue pour être en capacité nominale uniquement fournir de la ressource au golfe. Il y avait énormément de ressources, une ressource en abondance pour ensuite développer d'autres usages, en lien aussi avec une réglementation qui a beaucoup évolué, notamment là sur les 2 dernières années. Donc on a eu une première autorisation préfectorale. Derrière, on s'est lancé en fait dès 2021 dans une étude d'opportunité, un deuxième volet, pour maintenant qu'on a cette ressource qui est dans un périmètre géographique assez défini,
qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce que permet la réglementation dès maintenant, qu'est-ce qu'elle permettra dans 5 ans, et quels sont les partenaires en fait qui pourraient être intéressés. Et est-ce que les plannings sont compatibles? Est-ce que voilà, économiquement, ça paraît viable? Est-ce que c'est pertinent techniquement? Est-ce que voilà. Donc on s'est posé pas mal de questions se sont posées et ont retenu en fait conduit à monter un projet en fait multi-partenaire local parce qu'on est vraiment sur l'usage de proximité avec la Réut, Toulouse Métropole, surtout en zone aussi urbanisée. Il y a énormément de réseaux en souterrain, donc dès lors qu'on veut créer un nouveau réseau, ça coûte vite très très cher. Donc le modèle qu'on a souhaité construire, en fait, c'est vraiment de l'usage vraiment de proximité où on va desservir des abonnés Riut, si on peut dire, qui seraient à proximité. Donc là, vous voyez un peu là sur la carto, donc tout à gauche, vous avez le golfe de Garonne qui est notre premier usager qui est autorisé. Et derrière, donc, dans Valréu, on a retenu en fait 2 partenaires, voilà, un petit peu locaux et assez prestigieux sur la zone, puisque c'est le Stade Toulousain et Tisséo qui avait, voilà, le Stade Toulousain s'est posé la question. Aujourd'hui, on arrose nos terrains de sport. A priori, il n'y a pas de raison que l'eau usée traitée puisse pas faire le job. De même, le Stade Toulousain, les jours de match, consomme énormément d'eau pour les sanitaires. C'est de l'eau qu'on envoie pour expulser de l'eau propre qu'on envoie pour expulser des excréments et de l'urine. Est-ce qu'une qualité d'eau moindre pourrait pas faire l'affaire? Tisséo, eux, actuellement, à Toulouse, on a d'énormes travaux pour la mise en service en 2028 d'une 3e ligne de métro. En face de la station d'épuration, mais vraiment en face, on va avoir le garage atelier. Là, on se dit que sur des usages industriels, sur du nettoyage, notamment nettoyage de rames, de métro, de l'eau Réut, donc qui a été encore une fois traitée, puis ultrafiltrée, puis désinfectée, on a quand même une qualité d'eau qui devrait permettre de pouvoir satisfaire cet usage. Et le deuxième, en fait, c'est la deuxième réflexion, c'est en fait si on ne cherche pas à desservir les abonnés, mais si finalement les usagers viennent à nous, pourquoi pas voilà, mettre en place une station-service d'eau usée traitée, où en fait les usagers voilà, pour lesquels la qualité d'eau serait pertinente, viendraient en fait se servir. Donc là, on vise voilà, notre direction des jardins, nous à Toulouse Métropole, on plante énormément d'arbres en ville parce que l'arbre a énormément de bénéfices, notamment sur le refroidissement de la ville. Toujours est-il que les arbres sont sur les premières années de vie, d'autant plus maintenant où il fait de plus en plus chaud l'été, sont soumis quand même à des conditions qui sont particulièrement rudes. Donc il y a besoin de les arroser, et il y a même besoin de les arroser un petit peu plus longtemps qu'il y a quelques années quand les étés étaient moins âpres. Donc aujourd'hui, notre direction des jardins, eux déjà l'été, ils ont des problématiques de restrictions qui font ils doivent faire des choix assez drastiques sur quelle espèce doit être arrosée ou non. Donc voilà, pourquoi pas leur permettre de venir se charger en eau usée traitée pour en fait arroser en fait ces jeunes plants. Ensuite, l'autre usage qui est assez logique quand on pense à comment fonctionne le nettoyage des réseaux d'assainissement sur la métropole. En fait, l'intégralité des camions hydrocureurs qui viennent nettoyer les réseaux d'assainissement, ils viennent en fait vider leurs camions à Ginestou. Donc en fait, quand ils viennent à Ginestou, ils peuvent aussi en profiter pour remplir leur cuve qui est actuellement remplie à l'eau potable, la remplir avec de l'eau usée traitée. Encore une fois, voilà, on nettoie un réseau qui est voilà, un réseau d'assainissement. Tout ça part ensuite en station d'épuration, donc il n'y a pas forcément besoin d'utiliser de l'eau potable. Et là, il y a une logique où en fait qui est vraiment assez intéressante où il y a déjà en fait le passage du camion à la station d'épuration, donc il n'y a pas de kilomètres supplémentaires à parcourir pour venir se recharger. Donc voilà, techniquement c'est intéressant, enfin c'est pertinent aussi en termes de logistique pour l'usager, et écologiquement c'est intéressant parce que voilà, il n'y a pas de pénalisation du bilan carbone étant donné que voilà, il n'y a pas de déplacement supplémentaire. Donc tout ça, ça a été retenu en fait dans le cadre d'un projet qui a été monté Valréu, ensuite un appel à projet à Agence de l'eau à Dour-Garonne et région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Donc ça a été présenté en 2021, début 2022, projet retenu en 2023 et donc lancé l'année dernière.
Donc sur Valréu, on vient étudier en fait ces différentes actions dont je viens de parler. Donc la fameuse station-service sur lequel il y a un visuel un peu plus parlant sur le prochain diapo, des essais agronomiques pour le Stade Toulousain, parce que l'eau usée traitée, même si on connaît bien, voilà, si on protège bien l'usager via voilà, une désinfection sur le volet sanitaire, si on contrôle tout bien sur le volet sanitaire, il y a quand même des spécificités en termes d'agronomie avec une eau qui est chargée en azote. Donc en termes de croissance des plantes, on a des choses qui sont un petit peu différentes. Et voilà, en termes de salinité aussi, certaines choses qui peuvent être observées, ou même voilà, en Toulouse, on n'est pas sur un volet littoral du tout, mais on est quand même beaucoup plus concentré en sodium qu'une eau potable ou que d'autres ressources. Donc le troisième, c'est l'expérimentation sur des sanitaires. Là, on est sur vraiment, pour le coup, l'expérimental à un peu plus long terme, parce que c'est pas demain qu'on pourra connecter ces sanitaires à une autre sortie de station d'épuration, mais ça vaut le coup d'être étudié, voilà, notamment sur le côté risque bactériaux. Est-ce qu'il y a vraiment un risque ou pas? Ça sera à discuter, à trancher. C'est quelque chose qui va être mené en fin d'année. Et ensuite, tisser sur des usages industriels. Voilà. À partir du moment où le support qu'on nettoie est beaucoup plus sale que l'eau qu'on utilise, c'est peut-être pas, ça peut se justifier. Donc à l'appui de ça, en fait, tout un suivi analytique. Donc là, pour le coup, en partenaire à Valréu, on a le laboratoire départemental qui nous aide à connaître la qualité d'eau dont on parle, notre qualité d'eau usée traitée. Un volet en fait acceptabilité sociale qui est hyper intéressant, parce que on va en fait rencontrer l'usager et voir en quoi, voilà, quelle perception il a de l'eau potable, de la raréfaction de l'eau potable, de qu'est-ce qu'il connaît de l'eau usée traitée, qu'est-ce qu'il conçoit comme risque, et parler avec l'usager en fait des métiers de demain et des petites modifications que ça pourrait induire. Et donc voilà, un volet analyse de risque sanitaire qu'il est intéressant de croiser avec le volet acceptabilité sociale, parce que voilà, essayer de traduire les risques et de les faire entendre au public usager. Donc voilà, l'usager, ça peut être le jardinier de notre direction des espaces verts, comme après quand on en vient à des usages sur de l'alimentation de sanitaire, des publics bien plus larges. Voilà, donc un petit focus là rapidement sur notre projet vraiment opérationnel, la station-service d'eau usée traitée, parce qu'on a déposé un dossier d'autorisation en préfecture, on est passé en CODERS, on a eu un avis favorable, donc maintenant on attend concrétisation par l'arrêté préfectoral pour ensuite pouvoir lancer les travaux, et l'année prochaine, voilà, printemps prochain, que les camions des hydrocureurs, que les espaces verts puissent venir remplir leurs cuves et puis utiliser cette ressource un petit peu partout sur le territoire. Après, on parlera d'extension sur des usages de nettoyage de voirie. Bon, voilà, c'est encore une fois, il y a quand même toute une gamme avec l'Oréut, il y a toute une gamme d'usages possibles en fonction de la qualité d'eau qu'on a au début. Et voilà, en s'inscrivant de manière pertinente dans l'état réglementaire, et voilà, en essayant d'étudier un petit peu des pistes pour l'avenir avec Valréu sur le côté sanitaire, où là, voilà, il y a les freins sont un petit peu plus nombreux. Voilà, quand on parle de l'arrivée d'une eau usée traitée en sortie de station d'épuration à l'intérieur des bâtiments, c'est voilà, un volet d'acceptabilité sociale sur est-ce qu'on est prêt à avoir voilà, ces eaux à l'intérieur de nos maisons, lavabos, sans parler des lavabos, mais voilà, juste voilà, sur en chasse d'eau, voilà, toutes les refontes aussi des plomberies intérieures des bâtiments qui rendent ça compliqué, mais c'est intéressant pour mieux connaître notre ressource. Voilà, je vais m'arrêter là et puis peut-être passer autant de questions que vous aviez prévues, parce qu'il y a eu plein de choses de présenter là au cours de la dernière heure, et je pense qu'il y a peut-être pas mal de questions qui restent à poser. Merci beaucoup Thibaut pour cette présentation. En effet, du coup, c'est le temps des questions du public. Alors, il me semble qu'elles ont à peu près toutes pu avoir une réponse. Je vois juste qu'il en reste 2. Et je pense qu'elles sont pour vous, Thibaut. Donc, une question d'Isabelle Nélis. Pourquoi ce n'est pas demain qu'on reconnectera des WC au réseau Réut? Ouais, ça j'avais commencé un petit peu à répondre sur la fin. C'est que il y a la question de l'acceptabilité sociale. C'est même quand on reparle en fait réutilisation des eaux à l'échelle du bâtiment, où plusieurs habitants différents sont concernés, c'est que les enquêtes montrent qu'on a tendance à être assez réfractaire à être en contact avec des eaux usées, même retraitées,
de personnes qui ne sont pas nous en fait. On ne sait pas ce que les gens rejettent en fait dans leurs éviers, dans leur dans leur réseau d'assainissement. Donc il peut y avoir une méfiance là-dessus. Donc ça c'est valable à l'échelle du bâtiment et c'est encore plus valable à l'échelle d'une sortie de station d'épuration collective où il y a un énorme mélange qui aura été fait. Puis après la question en fait c'est vraiment côté pragmatique sur la pose de réseau et ce que ça nécessiterait. En fait, on parlerait presque d'un réseau public d'eau usée traitée qui couvrirait l'ensemble du territoire, plus ensuite à l'échelle de chaque habitation, de chaque bâtiment, un troisième réseau séparatif, eau usée, eau potable, eau pluviale et eau usée traitée, eau usée traitée sous pression. Donc, en termes de faisabilité technique et économique, c'est quand même assez éloigné. Et puis le cadre réglementaire, là, pour aujourd'hui, il n'est pas du tout dessiné comme ça, même si on prouve qu'on réussit à prouver que c'est pas forcément risqué. Aujourd'hui, c'est de toute façon pas autorisé. Et la dernière question, elle est de Bénédicte Le Chevalier qui demande du coup pour lutter contre les incendies, est-ce qu'on peut utiliser ces eaux-là? À voir. On attend en fait sur le volet réglementaire, il y a des choses qui sont sorties en fin d'année, c'était sur l'irrigation de culture, l'arrosage des espaces verts. On attend un volet en fait aussi usage urbain là, qui sortira peut-être cet été. Dans l'usage urbain, on attend beaucoup la partie nettoyage de voirie. Lutte contre les incendies, c'est un sujet. Là, je ne saurais pas vous répondre parce qu'on envoie de l'eau sous forte pression avec la création d'aérosols et vraiment une dispersion assez importante. Donc je sais pas, je saurais pas vous répondre. Je suis pas sûr que ça fasse partie des usages premiers. Et le problème de l'utilisation pour la réserve incendie, ça voudrait dire que aujourd'hui, les pompiers, quand il y a un incendie, ils se prennent sur le réseau d'eau potable parce qu'il y a déjà des bornes en fait. Il y a des bornes partout sur le territoire. Là, il faudrait qu'on ait une eau usée traitée qui soit disponible et sous pression partout sur le territoire. Comme je l'ai dit pour la question des sanitaires, c'est compliqué parce que c'est pas viable aujourd'hui de reposer un troisième réseau d'eau usée traitée sous pression. Enfin, ça coûterait bien trop cher. L'incendie, il faudrait l'avoir vraiment partout sur le territoire. Ça me paraît compliqué. Il y a des projets peut-être plus sur des réserves incendies sur le pluvial, sur des bassins pluviales qui sont du patrimoine qui existe déjà un petit peu partout sur le territoire, mais sur l'eau usée traitée, c'est peut-être un peu plus compliqué. Bon, très bien. Ok, merci à tous en tout cas pour vos questions et merci aux intervenants d'avoir répondu en direct. On va passer aux dernières présentations pour finir dans les temps. Alors, Mélissa Plouzane, vous êtes ingénieure hydrologue et formatrice au sein de l'association FAT. Je vous laisse nous présenter la formation que nous avons co-construite ensemble. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la formation qu'on a construite avec Envirobat et le soutien de l'Agence de l'eau, qui a pour intitulé la gestion durable de l'eau potable et des eaux non conventionnelles. Quand on parle d'eau non conventionnelle, on va parler d'eau pluviale, d'eau usée. Donc, c'est une formation qui va se tenir le 9 octobre à Montpellier et pendant lesquels on va aborder différents thèmes. On va comprendre les enjeux locaux de l'eau en contexte de changement climatique. Mais aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier les impacts des projets d'aménagement afin de mieux arbitrer les choix qui sont faits dans les projets d'aménagement. On va aussi essayer de définir les acteurs de l'eau locaux qu'il va falloir consulter et le cadre réglementaire dans lequel on va se retrouver pour parler de toutes ces problématiques. Cette formation, elle ne se veut pas que descendante, elle se veut avec une ingénierie pédagogique, avec de la pédagogie active, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup d'échanges entre pairs pour essayer de co-construire ensemble des solutions pratiques. Je vous ferai part de mon expérience de chef de projet en aménagement urbain, parce que j'ai eu fortement l'occasion de travailler sur la question autant des eaux de ruissellement que des eaux potables, que de l'assainissement, durant ma carrière, et du coup aujourd'hui je serai capable de vous apporter mon point de vue, mais au travers des échanges entre les différents acteurs, on arrivera à co-construire des solutions et vous apporter des clés de réflexion qui vous permettront d'avancer dans vos projets, que vous en soyez au stade de l'idée ou encore à un stade plus avancé.
Donc, aujourd'hui, cette formation, elle s'adresse à un public large, donc il n'y a aucun prérequis. Elle se fera uniquement avec un stylo avec un stylo et un morceau de papier. Et vous comprendrez bien, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir co-construire une journée qui sera, je pense, riche. Très bien, merci Mélissa. Vous retrouverez tous les détails de cette formation sur le site d'Envirobat. Il y a le lien qui a été partagé dans la conversation de Teams. Sinon, sur notre page internet formation sur le site d'Envirobat. Merci encore. Et pour terminer, Géraud Bournet, ingénieur en gestion intégrée de l'eau chez Type Conseil, va vous présenter les plaquettes à destination des maîtres d'ouvrage que nous sommes en train de finaliser. Ok, bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Entendant bien, ouais. Ok, donc l'idée c'est de construire des documents de communication, on va dire, qui sont des portes d'entrée sur toutes les thématiques qui ont été évoquées. Donc pour le faire court, il y a une plaquette qui s'adresse plutôt au public aménageur, planificateur, et une autre plaquette qui s'adresse aux acteurs du bâtiment, donc ceux qui interviennent en bout de chaîne. Et l'enjeu de ces documents synthétiques, c'est de les ouvrir sur les différentes problématiques liées au grand cycle et au petit cycle de l'eau, en résonance avec les objectifs déployés par l'Agence de l'eau. Donc là, vous avez affiché, on a essayé de travailler aussi de manière un petit peu graphique, parce qu'on a moissonné beaucoup d'éléments bibliographiques, beaucoup aussi d'éléments réglementaires, que dans un second temps, Envirobat mettra à disposition sur son site internet, et pour permettre à son réseau d'adhérents d'avoir accès à tout un corpus de ressources techniques et réglementaires. Et on a essayé aussi de travailler de manière un peu graphique. Donc là, ce n'est pas la version tout à fait finalisée, mais c'est l'esprit d'une infographie dans la plaquette à destination des aménageurs qui permet de balayer l'ensemble des compartiments de l'eau et du coup l'ensemble des enjeux qu'on va avoir côté grand cycle, donc côté ressources, protection de la ressource, sobriété des usages, du coup utilisation de ressources de substitution, c'est-à-dire des zones non conventionnelles, limitation du ruissellement, intégration de la gestion des eaux pluviales à la parcelle, solutions fondées sur la nature avec le retour de la végétation en ville pour travailler sur des problématiques à la fois ruissellement, régulation des îlots de chaleur, microclimat, favoriser aussi les usages récréatifs et le confort du site pour les usagers. Et puis, on va boucler jusqu'à la partie eau usée, donc maîtriser les rejets d'eau usée, maîtriser les impacts sur les hydrosystèmes de surface et souterrains, et aussi donner la possibilité de manière simple pour les opérateurs, les maîtres d'ouvrage et les entreprises du bâtiment de bien identifier quelle structure de la collectivité intervient sur la partie ressources, sur la partie réseau pluvial, usé, potable et sur les prescriptions liées à l'urbanisme, et du coup de travailler le plus en amont possible dans le dialogue, dans la co-construction. Et je reboucle sur ce qui a été dit par l'Agence de l'eau, c'est-à-dire intégrer de manière dans le dialogue les enjeux de l'eau en travaillant de manière croisée entre les maîtres d'ouvrage et les services de la collectivité et les bureaux d'études techniques qui les accompagnent. Très bien, merci Véro. On communiquera en tout cas sur ces plaquettes une fois qu'elles seront terminées, via notre fil info, via notre fil hebdo, pardon, et aussi sur le site internet d'Envirobat. Donc encore merci et merci à vous tous pour votre participation à ce webinaire. Donc vous pouvez continuer à suivre nos actus pour participer au prochain webinaire organisé dans le cadre des Vendredis du bâtiment durable, qui se tiendra en octobre prochain sur le thème de la végétalisation. Et en attendant, vous pouvez regarder les rediffusions des précédents événements du plan bâtiment durable Occitanie sur le lien envoyé dans le chat et présenté juste ici. Merci à tous.